Bonjour à tous, Tania Lafort. Merci d'être là ce soir pour cette conférence sur résilience, capacité à rebondir. Je fais un petit sondage pour voir quel type de personnes assistent à cette conférence ce soir, de façon à adapter mon discours. Je constate que de nombreux, 80% d'entre vous à peu près connaissent la PNL, 20% non, que vous êtes la moitié, un tiers, vous êtes professionnel de l'accompagnement. Et puis, quasiment tout le monde fait aussi cette conférence dans le développement personnel. Donc, merci d'être là. Je vais donc fermer le sondage. Ça me donne une idée de la façon dont je vais orienter cette conférence. Voilà, super. Donc, merci à tous. Je vais tout d'abord me présenter. Donc, je suis Tania Lafort. Je suis enseignante en PNL, programmation neurolinguistique. Certains ne savent pas ce que c'est, donc je vais présenter ce qu'est la PNL. Et donc, je suis thérapeute en thérapie comportementale et cognitive. Je suis responsable de l'école de PNL d'Annecy à Chavano, l'école Réa Active. Et je suis aussi responsable de l'AFNH, l'Association française de la nouvelle hypnose, Annecy, en partenariat donc avec Olivier Perrault. Donc, en même temps, j'anime des formations et en même temps, j'ai un cabinet dans lequel je reçois des patients et des clients, parce que je fais aussi du coaching. Et donc, et j'utilise bien sûr les outils que j'enseigne. Et donc là, l'idée, c'est de vous parler de la résilience et de cette capacité à rebondir et de vous faire des parallèles avec la PNL. Je refais cette conférence parce qu'en fait, je l'ai faite il y a une semaine ou 15 jours. Il y avait énormément de monde, donc c'est-à-dire que c'est un sujet qui intéresse. Et puis, j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire que je n'ai pas tout enregistré depuis le début. Donc, comme je pense que c'est vraiment important, les capacités à rebondir et de faire des liens, donc j'ai donc décidé de refaire une deuxième fois cette conférence de façon à avoir un replay à vous à laisser transmettre. Donc, comment est-ce que ça va s'organiser? Je vais donc partager mon écran pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire dans cette conférence. Hop, voilà. Donc, je me suis présentée. Oui, j'ai oublié de vous dire que je suis infirmière aussi. Et donc, j'ai été formée aussi en EMDR, en régulation émotionnelle, cohérence cardiaque, un tas de choses très intéressantes. Avant de commencer, d'abord, j'aurais dû commencer par ça d'ailleurs. Est-ce que vous m'entendez correctement? Bonjour Lola, bonjour Aurélie, bonjour tout le monde, Florian qui est là ce soir aussi, j'ai vu tout à l'heure. Donc, vous êtes nombreux, c'est super. Voilà, super. Est-ce que vous m'entendez correctement? Vous mettez on t'entend très bien, on entend très bien, super, parfait, merci à vous. Donc normalement maintenant vous devez voir mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Deuxième question, pour être sûr, ok, très bien, parfait, génial. Eh bien écoutez, je suis ravie de passer cette soirée avec vous. Et donc, donc le programme, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, je présenterai la PNL. Je m'excuse pour ceux qui connaissent déjà, et parce qu'il y a quand même une partie des personnes qui sont là et qui ne connaissent pas la PNL. Je parlerai donc de la résilience et de la capacité à rebondir. Donc, vous verrez des figures de résilience, des exemples de résilience, et on verra deux types de résilience. On verra la résilience quand j'ai une capacité à rebondir dans des difficultés de vie, ça va rebondir face à l'adversité, et puis aussi la résilience avec des choses plus traumatiques. Donc, on abordera tout ça. Je ferai des liens avec la PNL toujours, et j'expliquerai les outils de PNL qui peuvent être utilisés dans le cadre de la résilience et en quoi la PNL peut vraiment vous donner les capacités à rebondir. Il y a énormément de monde qui est ici ce soir pour comprendre en développement personnel, donc j'essaierai d'être le plus précise possible. Donc cette conférence va durer, je pense, une bonne heure. Et ensuite, comme il y a une trentaine de personnes là, si vous le souhaitez, on pourra aussi, si c'est possible, remettre les micros, puis je pourrai répondre à vos questions. Donc je répondrai à vos questions ou par chat ou éventuellement en live. Comme cette conférence sera enregistrée pour le replay, je vous propose de ne pas mettre la vidéo d'un point de vue confidentialité.
Et je couperai peut-être les questions-réponses à la fin lors du replay. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Parfait. OK. Florian me dit OK. Cassandre, OK. Geneviève, OK. Bon, bah, super. Parfait. Alors, on y va. Donc, merci à tous. Vous êtes actifs. C'est parfait. Donc, je vais laisser tourner mon PowerPoint. Et donc, d'abord, qu'est-ce que c'est la PNL? Pour ceux qui ne connaissent pas la PNL, donc PNL, programmation neuro-linguistique. Programmation parce qu'on est programmé dans des apprentissages, c'est-à-dire dans des automatismes. Alors, je donne souvent le même exemple, c'est-à-dire qu'en fonction de mon éducation, en fonction de mes expériences de vie, je vais me programmer dans certains comportements. Et il y a des apprentissages qui sont automatiques, et tous les apprentissages, d'ailleurs, passent par le mode automatique. Et je donne un exemple très simple, souvent. Imaginez, quand je suis petite fille, j'ai une expérience négative à l'école, pas de chance, je lis ma poésie quand je suis petite fille, et je fais pipi culotte, et là, j'ai pas de chance, tous mes copains se moquent de moi, je me sens humiliée. Et puis, j'oublie cette expérience, et en grandissant dans ma vie, ben, un jour, je suis manager, et quand je dois parler devant une équipe, je ne sais pas pourquoi je ne me sens pas bien, je ne suis pas à l'aise. J'ai oublié l'expérience, mais mon inconscient, non. Et donc, je suis programmée finalement dans des comportements en fonction de mes expériences et surtout, on va le voir, de l'interprétation que j'ai fait de mon expérience. Donc, tout ça, c'est un mode de fonctionnement du cerveau. Ça passe par les 5 sens et le système nerveux central, neuro, et linguistique, parce que les informations sont décodées et repassent dans notre langage. Et un mot, on va le voir, ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. La PNL, finalement, c'est de la psychologie appliquée. L'idée, c'est que deux personnes que vous voyez ici, John Grinder, qui est linguiste, et Richard Bandler, qui à l'époque était étudiant en psychologie, passionné de mathématiques et d'informatique, d'où le nom programmation neurolinguistique. Et là, je pense que ce n'était pas forcément une bonne idée parce qu'il faut déjà une demi-heure pour expliquer ce que c'est. Ce n'est pas très intuitif comme nom. Leur idée, c'était d'observer des personnes de talent et d'en dégager un modèle reproductible. À l'époque, ils ont commencé par observer des thérapeutes que vous voyez ici, Fritz Perls, la Gestalt, Milton Erickson avec l'analyse transactionnelle, avec l'hypnose ericksonienne, Eric Berne pour l'analyse transactionnelle, Virginia Satir pour les thérapies familiales, Gregory Bateson, Paul Vaslavich. C'était une époque dans les années 70 où on parlait beaucoup du développement humain et on analysait beaucoup les comportements. Il y a eu des grosses avancées à cette époque et la PNL est née dans cette période de mouvance et d'apprentissage. Et donc, dans la PNL, qu'est-ce qu'on a? On a des processus donc, de modélisation, c'est-à-dire qu'on va apprendre à observer les personnes. Et l'idée, quand on fait une formation en PNL, à la fin, c'est d'être capable d'observer les personnes, de comprendre leur pattern, c'est-à-dire leur schéma de fonctionnement, et de comprendre leur stratégie, finalement, de réussite ou d'échec, d'ailleurs, si on considère qu'il y a des échecs toutefois. C'est aussi des façons de regarder le monde. On a des présupposés en PNL. On va dire, par exemple, il n'y a pas d'échec, justement, il n'y a que des résultats. Et cette façon de voir le monde, par exemple, va vous dire que si j'ai la différence entre un échec et un résultat, si j'ai un résultat, ça veut dire que j'ai fait des choses ou il s'est passé des choses qui font qu'il y a ce résultat. Ça veut dire aussi que j'ai la main pour changer des choses dans le futur. Si je considère que c'est un échec, eh bien, effectivement, ça ne me donne pas du tout la même énergie et c'est différent. Et il y a donc aussi, du coup, de nombreux modèles qui ont été découverts. Il y a 4 types de modèles. Il y a des modèles de questionnement qui vont être très utiles dans l'accompagnement. J'ai vu qu'il y avait des accompagnants, que vous soyez coach, que vous soyez thérapeute, que vous soyez même manager. Vous avez des modèles de questionnement stratégiques qui sont très, très intéressants en PNL. Vous avez aussi beaucoup de modèles issus des niveaux logiques. C'est la deuxième génération de la PNL avec Robert Dilts. Et là, je vais vous en parler puisqu'on verra dessus. On verra avec ça quels sont les éléments qui peuvent nous être utiles pour cette résilience et cette capacité à rebondir. On a bien sûr des modèles issus de la modélisation de l'expérience subjective de gens de talent, qui peuvent être de tous des thérapeutes, mais aussi des managers, aussi des étudiants. Et donc, on a observé vraiment tout ceci. Et puis, des protocoles.
qui ont été modélisés à de grands thérapeutes. On a beaucoup de protocoles d'hypnose, par exemple, dans les protocoles de PNL. Alors, la capacité à rebondir, je vais vous parler des figures de résilience, de la capacité à rebondir, et on verra donc, comme je vous le disais, capacité à rebondir face à des difficultés de la vie, mais aussi capacité à rebondir à des choses plus traumatiques. La résilience a beaucoup été étudiée, et vous allez voir qu'il y a des capacités, il y a des liens avec la PNL qui sont intéressants, des choses qui peuvent nous donner cette capacité à mieux rebondir. Donc, d'abord, vous voyez Steven Spielberg, par exemple. Ce réalisateur a été refusé quand même 3 fois à l'école de théâtre parce qu'il n'était pas assez compétent. Aujourd'hui, on voit ce qu'il est devenu. Donc, cette personne, je pense, n'a pas écouté, a été capable de rebondir face à des refus. Donc là, on n'est pas dans des choses traumatiques, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui, c'est quelqu'un, enfin je ne pense pas, peut-être, c'est quelqu'un qui a eu la capacité à ne pas lâcher, à avancer et à réaliser son rêve malgré les refus, la difficulté. Donc c'est une figure pour moi de capacité à rebondir. Je pense qu'on peut prendre, c'est un bel exemple. Dans les personnes qui ont eu cette capacité, ce fameux Walt Disney que tout le monde connaît, je pense que absolument tout le monde sur cette planète connaît Walt Disney, sauf peut-être dans certains domaines. Eh bien, il faut savoir que Walt Disney, devinez, il a été renvoyé d'un journal parce qu'il manquait de créativité quand même. Il manquait d'imagination et de créativité. Il n'a pas abandonné. Et il a donc fini par créer sa fameuse souris. Il a créé Disney après plusieurs idées, après plusieurs essais-erreurs. Et les studios, même au départ, ne voulaient pas de Mickey Mouse, sa souris. Et aujourd'hui, on sait l'empire qu'il a construit, on sait les techniques qu'il a utilisées. Par exemple, Walt Disney a été modélisé par Robert Dilts pour comprendre comment il fonctionnait. Et on a une technique de PNL qui s'appelle la technique de Walt Disney, qui est une technique pour stimuler la créativité, pour faire des projets, qui est utile en PNL, qui est utile en thérapie, qui est utile chez les managers aussi. Donc, un autre, Thomas Edison. Alors, Thomas Edison, on disait qu'il était hyperactif et trop bête pour apprendre quoi que ce soit. Il a détenu plus de 100 000 brevets quand même. 100 000 brevets, et c'est lui qui a découvert, entre autres, le Morse et puis la première ampoule électrique, mais au bout de plusieurs tentatives. Et à chaque fois, quand on lui disait « Qu'est-ce que vous avez échoué X fois ?» lui disait « Eh bien, j'ai trouvé X fois la façon de ne pas réussir à construire une ampoule. » Et il n'a jamais lâché. Beaucoup, à sa place, se seraient découragés. Donc pour moi, c'est une figure aussi de capacité à rebondir. Winston Churchill, pareil, qui n'était pas assez bon pour qu'il puisse envisager une carrière politique. Michael Jordan, que je pense qu'il est aussi connu au moins par tous les basketteurs et par beaucoup plus de monde. Et bien lui aussi, il a été viré de son équipe de basket au lycée parce qu'il ne s'est pas laissé abattre. Et quand il parle, il dit « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu 300 matchs. Mais quand même, 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. Et j'ai échoué et c'est pourquoi j'ai réussi. » Donc, vous voyez, l'échec n'empêche pas ces gens de rebondir et je pense qu'on a beaucoup de choses à tirer de beaucoup de leçons. Notre figure de résilience, alors cette fois-ci, on n'est plus dans les mêmes domaines. Boris Cyrulnik, c'est un nom que vous connaissez certainement, auteur de nombreux ouvrages sur la résilience. Et Boris Cyrulnik a une histoire particulière puisque ses parents étaient juifs et ses parents ont été exterminés dans les camps de concentration. Il a été sauvé par une institutrice au départ qui l'a sorti de l'assistance publique et qui l'a caché chez elle. Et ensuite, il a quand même été arrêté par la milice française. Il a réussi à sauter d'un train à l'âge de 6 ans. Eh bien, Boris Cyrulnik a beaucoup cherché à comprendre qu'est-ce que la résilience, qu'est-ce qui fait que lui s'en est sorti
Aujourd'hui, c'est un homme accompli, heureux, passionné par les neurosciences, passionné par la psychiatrie. Il est devenu neuropsychiatre, psychologue, psychanalyste. Il a travaillé beaucoup, il a beaucoup cherché, il a beaucoup fait d'études sur le cerveau et sur la résilience. Et qu'est-ce qui fait que lui a eu la capacité de s'en sortir et d'autres moins bien. Donc, c'est une figure de résilience et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dessus, on le verra. Alors, la résilience, finalement, qu'est-ce que c'est? Si on prend la définition du petit Larousse, la résilience, c'est défini comme la résistance au choc matériel. À la base, c'est une caractéristique mécanique. Ce mot a été utilisé par les sciences sociales, pour parler de la capacité à rebondir. Selon Cyrulnik, justement, c'est le refus de la résignation à la fatalité du malheur. D'ailleurs, il a écrit un ouvrage là-dessus. C'est la résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Ce sont ces mots à lui. Et donc, effectivement, toutes les personnes que je vous ai montrées auparavant, eh bien, ont eu cette capacité à naviguer dans les torrents, certains carrément dans l'horreur et le malheur, et d'autres dans des difficultés de la vie. Et on a tous des difficultés de la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et on a tous à naviguer parfois dans les torrents. Une autre personne intéressante, Stéphane Van Nistandil, j'ai du mal à prononcer son nom, pour lui, c'est la capacité d'un individu ou d'un groupe à surmonter de très grandes difficultés et à croître dans la vie, c'est-à-dire à grandir quand même. Il peut s'agir de traumatisme, de grande pauvreté, d'une maladie grave, d'un deuil ou d'autres problèmes. D'autres problèmes pouvant être moins catastrophiques, mais quand même qui nécessitent une capacité à rebondir. Je crois que dans notre vie, on a des successions de deuil de personnes, deuil parfois d'un travail, deuil de sa jeunesse, deuil de ses enfants qui étaient petits avec qui on avait certains types de relations, puis ensuite ils deviennent ados, puis ensuite ils deviennent adultes et ils quittent le nid. La vie n'est qu'une succession de deuils et la vie est en partie une grosse quantité de problèmes à résoudre. Donc je crois qu'on a tous besoin d'outils pour avoir cette capacité à rebondir et c'est un peu ce qu'on propose avec la PNL. Dans les facteurs de résilience, il dit qu'il y a des facteurs individuels, on va voir, génétique, caractère. Donc, il y a des gens qui naissent avec plus de dopamine, plus de sérotonine, qui sont des neurotransmetteurs qui permettent d'avoir cette capacité de résilience, de capacité à rebondir. Il y a aussi des facteurs familiaux, on va le voir plus en détail, et des facteurs de soutien. C'est-à-dire que la façon dont on va être soutenu, dont on va être entouré, va aussi avoir un impact. On reviendra sur ces facteurs un peu plus loin. Viktor Frankl, grande figure de résilience, puisque Viktor Frankl a aussi vécu les camps de concentration et il expliquait, lui aussi a réussi à s'en sortir, lui aussi a écrit des livres, et il expliquait ceux qui ont un pourquoi à vivre peuvent supporter presque n'importe quel comment. C'est-à-dire que lui fait ressortir, comme tous les autres d'ailleurs, la notion de sens. Et lui raconte que quand il était dans le camp de concentration, ce qui l'a fait tenir, c'est le fait de dire il faut que je témoigne au monde, il faut pas que ce que je vive là, ça ne serve à personne. Il faut pouvoir témoigner au monde ce qui se passe, il faut pouvoir leur dire. Et c'est ça qui l'a maintenu en vie. Il avait un pourquoi qui lui a fait supporter ce comment dramatique. Je pense que c'est une leçon à en tirer dans de nombreux domaines. Si je fais les liens avec la PNL, que ce soit Walt Disney, Viktor Frankl, Jordan, Nelson Mandela, aussi grande figure de résilience, eh bien, quelles sont les compétences dont on a besoin pour rebondir? Eh bien, dans les compétences dont on a besoin pour le rebondir, alors ceux qui ont fait la PNL avec moi, il y en a quelques-uns aujourd'hui, la première chose, c'est d'être conscient de ses valeurs. C'est d'être conscient de qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui. Les valeurs, c'est ce qui me tire dans un sens ou ce qui me pousse dans un autre. C'est ce qui va faire que je suis bien ou pas. Les valeurs, c'est ce qui va donner du sens à ma vie. Les valeurs évoluent
au niveau de la vie, on n'a pas les mêmes valeurs à 15 ans qu'à 40, qu'à 50. Il y a quand même des valeurs qui sont constantes et être conscient de qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, c'est important et ça va nous permettre de rebondir. La deuxième chose, c'est d'avoir du projet et la notion de sens qu'on retrouve chez Viktor Frankl et les autres. Si les choses ont du sens, si ce que je fais, ce que je vis a du sens, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour moi de rebondir. Et donc, ce sens qu'on retrouve chez ces personnes qui ont rebondi, c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre en place dans sa vie de tous les jours. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, que ce soit au niveau professionnel et personnel? Avoir des projets qui aient du sens, ça va nous permettre de rebondir, ça va nous permettre aussi d'être heureux dans la vie. Et puis, troisième point, ce sont les capacités à gérer ses états internes. Si je suis capable de gérer mes états internes, je suis capable de mettre des objectifs, de mettre en place des actions qui ont du sens pour moi. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école. Le troisième point, c'est la capacité de communication. Vous allez voir qu'il y a des liens aussi avec la résilience, dans ce que je vais vous présenter après. Eh bien, si j'ai tout ça, face aux contraintes de la vie en général, même quand on n'est pas dans une situation extrêmement difficile, les contraintes de la vie classique, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une maladie, ça peut être un tas de choses, un manque d'argent. Eh bien, face aux contraintes de la vie, si j'ai toutes ces capacités, ces compétences, que j'appelle aussi des compétences transversales, eh bien, je vais améliorer la capacité à rebondir. Je n'aurai pas moins de problèmes parce que je fais de la PNL, mais je les vivrai autrement et plutôt que subir mon environnement, je vais créer avec ce qui m'arrive. Quand on regarde autour de nous, effectivement, c'est important. Alors, je vais revenir maintenant sur la notion des niveaux logiques. Pour vous donner un exemple de résilience qui, quand j'en parle, me donne des frissons. Et vous voyez cette pyramide qu'on appelle la pyramide de Diels. La pyramide de Diels, c'est donc un outil de PNL sur lequel on va s'appuyer, qui a été fait donc par Robert Diels, deuxième génération de la PNL, qui explique un petit peu une grille de lecture du fonctionnement humain. Et donc, cette pyramide fonctionne de cette manière. On va beaucoup l'utiliser en PNL dans différents exercices et aussi pour comprendre où est-ce qu'il y a le problème. Et ça, je vais faire des liens donc, avec cette capacité de résilience, puisque en bas de la pyramide, vous avez l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi. Mon comportement, ce que je fais ou que je ne fais pas, va agir sur mon environnement. Qu'est-ce qui fait que j'ai un comportement qui va agir sur mon environnement? Eh bien, ce sont mes capacités, mes compétences ou mes stratégies. Si je fais, par exemple, un oral de bac, imaginons, eh bien, l'environnement, du coup, ça va être les professeurs qui m'évaluent. Qu'est-ce qui fait que mes comportements, ce sera la communication, la façon dont je parle, la façon dont je raconte, je suis présent à l'oral. Donc, mes comportements, vous êtes d'accord, vont influencer mon environnement qui est, pour le coup, l'examinateur. Au-dessus de l'environnement, il y a mes capacités. C'est-à-dire que mes capacités, mes compétences, mon savoir-être, comment je le fais, comment je parle, etc., vont influencer donc mon comportement. Et qu'est-ce qui influence mes stratégies et mes compétences, quelque part? Eh bien, ce sera mon état interne, mes émotions. Si je suis stressée, eh bien, je ne vais pas activer les mêmes compétences, je n'aurai pas les mêmes comportements, je n'aurai pas le même impact sur mon environnement. Si je suis calme et détendue, ben, j'ai plus facilement accès à mes compétences, j'ai un comportement différent, j'agis différemment sur mon environnement. Et alors, qu'est-ce qui fait que finalement j'ai des émotions? Eh bien, au-dessus, on a le niveau des croyances et des valeurs. Si je crois effectivement ou si même ma vision, c'est que l'oral, c'est effectivement un examen comme un autre et que le professeur qui va m'évaluer est plutôt bienveillant, en tout cas n'a rien contre moi, et que je suis capable de réussir, je ne vais pas être dans le même état émotionnel et ça va faire une cascade en descendant que si je crois que c'est l'oral, que je suis nulle, que j'y arriverai jamais, etc., etc. Mes émotions sont différentes et là, effectivement, je perds mes moyens, etc. Donc, mes croyances et mes valeurs vont influencer dessus. Au-dessus, vous avez l'identité et la mission, le rôle que je joue. Et au-dessus, vous avez la vision.
Eh bien, je vais vous raconter une histoire en lien avec la résilience. Vous voyez ici noté le petit Vincent. Olivier Perrault, avec qui je travaille, donc le président de l'AFNH, de l'Association française de la nouvelle hypnose, raconte une histoire qui m'a beaucoup marquée. Et c'est un cas de résilience des parents qui ont perdu un bébé âgé de quelques mois. Et ce bébé a fait une mort subite du nourrisson. Et donc, la maman, c'est-à-dire que la maman, un jour, est allée voir le bébé, on l'a appelé, et quand elle a pris le bébé, il était dans son lit. Et comme la mort avait eu lieu un tout petit peu avant, ben, il était, excusez-moi pour le terme, hein, ce n'est pas très agréable, mais il était tout froid, tout figé. Et donc, cette maman, finalement, est venue voir Olivier parce la dernière image de son fils, figé, tout lui restait dans l'esprit et elle n'arrivait pas à retrouver des moments de rire et de plaisir. C'était l'image qui était gravée. Donc, c'est terrible, c'est une histoire dramatique. Je pense qu'il n'y a certainement pas pire que de perdre un enfant. Et donc, cette maman a fait un travail avec Olivier Perrault et puis un jour, elle est revenue le voir. Après, donc, ils ont travaillé ensemble. Ça, je passe les détails sur la façon dont il a travaillé avec elle, mais a été obligée de le voir pour une dernière fois pour lui dire au revoir. Et puis en lui disant au revoir, elle lui a dit simplement, ben, je vais vous dire quelque chose. En fait, on a compris quelque chose avec mon mari. Et c'était quoi? Et ben Vincent, elle lui dit, mais Vincent, il avait quelque chose de particulier. Vincent, c'était un bébé qui riait beaucoup. Alors on sait que les bébés sont riants, mais lui, Vincent, il riait vraiment beaucoup, beaucoup. Eh bien, on a compris que Vincent est venu sur cette terre pour nous dire qu'il faut sourire à la vie, pour nous dire qu'il faut rire. Il est passé uniquement pour ça. Et bien moi, je dis chapeau à cette maman, chapeau à ce couple. C'est une belle qualité. Et vous voyez que dans leur vision du monde, ici, et bien le fait que Vincent soit venu, ça a donné du sens, d'accord? La vision, l'appartenance, c'est le sens. Ça a donné du sens à leur douleur. Et le fait que cette douleur et que cette perte ait du sens, ça leur a permis de rebondir. C'est une histoire touchante. Ça montre aussi qu'il faut trouver du sens aux choses et qu'on peut trouver du sens. Et donc, d'après Boris Cyrulnik, les trois grands aspects, la résilience, c'est un long parcours qui comporte trois grands aspects. L'acquisition de ressources internes, ça va dépendre aussi du type d'agression, de blessure, et surtout justement de la signification qu'on va donner à cette blessure, et notamment dans le contexte de l'enfance, des rencontres et de possibilités de parole. Donc, je vais faire aussi là des liens avec la PNL, puisque donc, il y a les ressources, bien entendu, il y a les rencontres, les paroles, on a besoin de soutien pour rebondir. Et je vais venir surtout sur la signification, pour faire un lien avec ce qu'on apprend en PNL. Ici, vous voyez un schéma. Et sur ce schéma, vous avez ce qu'on appelle le VACOG, c'est les 5 sens. On va considérer que notre cerveau fonctionne comme un ordinateur. Eh bien, V, c'est vision, visuel. A, c'est auditif. K, c'est kinesthésique, ça concerne le toucher ou le ressenti. O, c'est olfactif. Et G, gustatif. Donc, j'ai une information, j'ai un événement qui se passe dans ma vie, je perçois tout ça avec mes 5 sens. Et puis, je perçois énormément au niveau conscient, mais beaucoup plus au niveau inconscient. On dit, alors je ne me souviens plus exactement d'où ça vient, c'est dans les données de neurosciences, qu'on capte 2000 millions de bits seconde, en termes d'informatique, et 2000 millions de bits seconde au niveau conscient et 400 000 millions de bits, il me semble, au niveau inconscient. Peu importe, l'idée, c'est que je capte beaucoup plus d'éléments au niveau inconscient qu'au niveau conscient. Donc, comme mon cerveau ne peut pas tout enregistrer, il va faire des omissions. Et je donne souvent un exemple, quand vous êtes enceinte, souvent, les femmes enceintes voient des femmes enceintes partout. La veille, il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins, mais on ne les voyait pas. Souvent, quand on achète une nouvelle voiture, on la voit partout, alors que la veille, on ne la voyait pas. Parce qu'il n'y avait pas d'intérêt, donc nos cerveaux, les éléments étaient enregistrés au niveau inconscient, mais mon cerveau ne le connaissait pas au niveau conscient. On fait aussi des distorsions.
Les distorsions, c'est le sens qu'on donne aux choses. Ça pourrait être, cette personne ne m'a pas regardé, il me prend pour un imbécile. Peut-être, ou alors il ne m'a pas vu. Et puis, on fait aussi des généralisations. Et heureusement qu'on fait tout ça parce que ça nous permet de gagner du temps et c'est comme ça qu'est organisé notre cerveau. La généralisation, parce que je généralise, par exemple, mes apprentissages, mais je peux aussi généraliser une phobie, je peux aussi généraliser une expérience négative ou la vie que j'ai. Imaginez, j'ai une expérience négative avec un patron et je vais dire tous les patrons sont comme ça. Donc, tous ces fonctionnements du cerveau vont faire que finalement, je vais interpréter les situations. Alors, qu'est-ce qui fait que j'interprète les situations? C'est-à-dire que quand je vis une expérience extérieure, je vis une expérience, qu'est-ce que va faire mon cerveau? Il va aller chercher dans mes expériences passées, mes valeurs, mes croyances, mes expériences passées, et il va dire ça, ok, j'en ai pas besoin, ça veut dire ça, puis ça, alors ça veut toujours dire ça. Et en fonction de tout ça, mon cerveau va interpréter la situation. En fonction de mon interprétation, je vais ressentir un état interne, une émotion, un état interne, et en fonction de cet état interne, je vais avoir un comportement. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle du monde. Eh bien, effectivement, l'événement que je vis, la façon dont j'interprète l'événement que je me dis, les histoires que je me raconte à propos de l'événement que je vis, vont directement jouer sur mes états internes et sur mes comportements. Et effectivement, vous voyez, quand cette maman donne du sens à cette histoire en disant le petit Vincent est venu sur Terre pour nous montrer qu'il faut sourire, ça lui permet d'avoir un état interne positif et d'être résiliente et d'avoir des comportements adaptés. Je parle autrement, si par exemple, dans une situation complètement différente, si je suis au chômage, je perds mon job, si je me dis, ben, j'ai 50 ans, génial, finalement, même si ce n'est pas drôle, ça va me donner l'occasion de rebondir, de faire enfin une formation qui me plaît, et puis et d'avancer. Je ne serai pas du tout dans le même état interne que si je me dis, c'est fini pour moi, je ne retrouverai plus jamais de travail, etc. etc. Donc, vous voyez, finalement, c'est plutôt, c'est ce que dit effectivement Boris Cyrulnik, hein, c'est plutôt la signification que je donne à l'événement qui va être vraiment très importante par rapport à tout ça. Viktor Frankl, sa signification et le sens qu'il a donné, c'est que c'est un drame et il faut absolument que les gens le sachent et ça lui a donné la force de survivre. Donc, pour les facteurs individuels, on sait qu'il y a un sentiment de compétence personnelle, la nécessité d'avoir confiance en soi, en ses forces, et également un sens élevé de sa valeur. Et ça se construit. La capacité à avoir des buts, des objectifs dans la vie, c'est exactement ce qu'on a vu dans notre petit triangle tout à l'heure. C'est important d'avoir des capacités cognitives. On n'a pas un quotient intellectuel normal ou élevé. C'est plus difficile quand on a un coefficient intellectuel bas. Et la capacité à contrôler ses sentiments. Donc là, effectivement, tout ce qu'on apprend sur la gestion des états internes va être important. Bien entendu sur les choses dramatiques, mais aussi dans les éléments de la vie, c'est-à-dire faire face à un deuil, faire face à un licenciement, faire face à un refus. Eh bien, quand vous avez toutes ces données-là, eh bien, ça va vous aider. Le sentiment d'exister et d'avoir une place dans la société. Pareil, c'est important. Et la capacité à résoudre ces problèmes. La capacité à rechercher des solutions, à trouver des solutions. Tout ça, effectivement, c'est ce qu'on va enseigner dans la PNL. Et l'optimisme, c'est-à-dire une tournure d'esprit qui dispose à prendre les choses du bon côté. Et là, on va vous apprendre que la façon, le type de questions que vous vous posez va vous permettre aussi de rebondir, puisque vous avez des questions qui vous tirent vers le bas et des questions qui vous tirent vers le haut. Quand vous dites, par exemple, pourquoi ça m'arrive à moi, c'est une question qui va plutôt vous tirer vers le bas. Si vous vous dites, par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de là, c'est une question qui va tirer vers le haut. Donc, tout ça, c'est ce qu'on voit aussi en PNL, entre autres. La capacité à faire face au stress. Donc, effectivement, et là, on n'est pas tous égaux là-dessus. Donc, il y a des gens qui sont mieux équipés déjà au niveau génétique, en sérotonine, en dopamine, mais ça s'apprend aussi de gérer le stress, de faire face au stress. C'est aussi la capacité à chercher du soutien, donc savoir aller chercher du soutien.
La capacité à s'exprimer, à exprimer ses émotions, son vécu, capacité créative. Il y a beaucoup de gens qui deviennent très créatifs et la créativité aide à dépasser des drames, l'écriture, la musique, et puis croire en quelque chose, que ce soit en sa famille, que ce soit en son système. Donc, on est vraiment au haut niveau, dans les niveaux logiques, quelque chose qui donne du sens à la vie, y compris des situations les plus abominables, on va chercher ça. L'altruisme, on se rend compte aussi que les gens qui ont des capacités à rebondir, souvent, ils ont cette capacité d'aider les autres. On l'a vu dans les drames du Bataclan, les gens se serrent la main, enfin les gens se tiennent la main, essaient de se sauver les uns les autres. Et effectivement, c'est intéressant. Je me souviens, je parlais avec une infirmière, une amie qui est infirmière encore, qui me disait qu'elle travaillait, elle, dans un centre d'infectiologie où il y avait beaucoup de cas à l'époque, hein, c'est un petit temps, il y en a encore, mais de cas de sida. Et il y a une vingtaine d'années, elle me disait, c'est surprenant, il y a des gens qui arrivent en couple, et puis la dame, par exemple, apprend que le mari l'a trompée, tout en apprenant qu'elle a un VIH. Et bien sûr, tous ces gens, plutôt qu'autre chose, se serrent les coudes pour rebondir. Ils font face à l'adversité ensemble. Donc l'être humain a des qualités vis-à-vis de ça. Et voilà. Le sens de l'humour aussi. Hein. Le sens de l'humour va permettre la résilience. On dit qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et rire d'un problème, ça permet de dédramatiser. Alors attention au sens de l'humour, parce qu'on parle aussi parfois du rire du pendu en analyse transactionnelle. C'est la personne qui est complètement capable de raconter une catastrophe tout avec un grand sourire. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est complètement coupée de ses émotions. Donc il y a plein de choses à étudier dedans. Les facteurs familiaux, statistiquement, on dit que quand il y a un nombre d'enfants inférieur à 5, l'espacement entre les naissances, je pense parce que simplement les parents ont peut-être plus de temps d'accorder à l'enfant. Et ce que l'on vit étant petit, les rapports affectifs, bien entendu, la relation parent-enfant, la reconnaissance, le soin, l'amour, ça va donc structurer l'enfant et lui donner des compétences à rebondir. Il y a donc l'idée effectivement de la structure, de la sécurité qu'on apprend à l'enfant. Un enfant a besoin de sécurité, il a besoin de savoir qu'il est en sécurité, il a besoin d'amour, d'affection, et il a besoin d'un cadre. Et trop souvent, on oublie le cadre dans notre société actuelle, puisque le cadre est sécurisant. Il a besoin de savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, il a besoin de rituels familiaux. Et donc, quand l'enfant a bénéficié de tout ça, eh bien, il va être plus structuré, il va avoir un socle sur lequel il va pouvoir s'appuyer pour rebondir. Les enfants qui, effectivement, en bas âge, ont vécu des problèmes de violence, de sécurité, ça sera plus compliqué d'avoir. Ils n'ont pas le socle forcément, ils peuvent rebondir, tout le monde peut rebondir. Aujourd'hui, des choses, des techniques pour nous aider. On n'est pas tous aussi bien lotis, je dirais, en fonction de nos histoires familiales. Facteurs de soutien, hein, c'est très important, la présence de personnes aidantes qui peuvent être des enseignants, des soignants, des membres de la famille, la présence du soutien qui favorise l'autonomie, la responsabilité et le contrôle. Donc là, effectivement, le milieu judiciaire, la reconnaissance, bon, malheureusement, on est en train de vivre une catastrophe avec ce qu'on vient d'apprendre sur la pédophilie et tous les éléments malheureux avec cette histoire de l'Église, eh bien, ces personnes qui ont été victimes ont besoin d'être reconnues. Et là, le milieu judiciaire va être là pour reconnaître, et c'est un facteur pour rebondir. Les 5 caractéristiques de la résilience, d'après Segal, il y a la communication, dans la capacité à parler, la capacité à prendre la responsabilité de sa vie, avoir une conscience dépourvue de culpabilité, c'est-à-dire, parce que souvent, le problème des personnes, quand ils sont victimes, ont l'impression qu'ils sont coupables. Alors, vraiment, travailler là-dessus, quand on est accompagnant, ça va être important. Tu n'es pas responsable. Conviction que la souffrance n'a pas été inutile, comme c'est le cas de Viktor Frankl, avoir un but. Et la compassion, ça permet de se sentir aussi bien avec soi-même. Donc là, on est sur des caractéristiques. Et
donc, pour Segal aussi, devenir résilient, excusez-moi pour la faute d'orthographe, là, je vois, réseau d'aide sociale, la capacité à redonner du sens à sa vie, l'aptitude, le sentiment de maîtriser au moins un petit peu sa vie. Donc, quand on va être dans l'accompagnement, c'est qu'est-ce que tu peux maîtriser dans ta vie? L'amour-propre, le sens de l'humour. Donc, je redis un petit peu la même chose qu'au-dessus, mais voilà. Et là, j'ai trouvé que cette diapo était intéressante aussi, puisque on a cette roue là qui permet de voir en fonction de l'âge. Donc, en rose, vous avez pendant l'enfance, en bleu, vous avez l'adolescence, en vert, vous avez l'âge adulte. Et puis, la perspicacité, on voit que se poser des bonnes questions, ça va être chercher des solutions, ça va être important. La capacité, l'indépendance, c'est la capacité à établir des limites entre moi et les autres, d'éviter les manipulateurs et de faire cesser les relations de mauvaise qualité. Ça va nous aider aussi. Ça, c'est aussi ce qu'on va apprendre. D'établir des relations avec les autres, donc cette capacité de communication, de relation dont on a parlé tout à l'heure. La capacité d'initiative, de créativité. Créativité et l'humour, on en a déjà parlé. Et les valeurs, la conscience éclairée de ce qui est moral ou pas, et bien tout ceci va aider et tout ceci peut s'apprendre, peut se travailler. Les 7 éléments qui se développent, la prise de conscience, l'indépendance, le développement des relations avec les autres, l'humour, tout ça, ça peut se développer. Je vais passer assez vite parce que là, je vous redis un petit peu la même chose. Je passe sur cette diapo, hein, c'est le modèle de la casita, d'après Tisseron et Poletti. Donc, il y a pas mal de livres de Rosette Poletti qui sont intéressants aussi sur la résilience. Le socle, hein, c'est effectivement le besoin matériel élémentaire. On est un peu comme dans la pyramide de Maslow, là. Le sentiment d'acceptation en tant que personne. Le fait d'avoir des réseaux de contacts, tout ça, ça va favoriser la résilience, la capacité à trouver du sens. Donc, vous voyez, il y a différentes approches, mais globalement, on dit toujours la même chose. L'estime de soi, tout ça, et ça va nous donner d'autres expériences à découvrir. Et c'est ça, on est orienté futur. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir ce résilience. Donc, je vous ai dit la même chose, mais de façon un petit peu différente. Et dans tout ça, il y a des compétences qui peuvent être apprises. Les compétences qui peuvent être apprises, c'est les compétences sociales, s'entendre avec quelqu'un d'autre, être flexible, développer de l'empathie. Il y a des compétences qui peuvent être apprises à tout âge, hein, la communication, la perception des événements. Et je pense que les personnes qui font je vois que les personnes qui font des formations en PNL, qui viennent pour devenir coach, qui viennent, même si la PNL n'est pas, les formations PNL ne sont pas des groupes de thérapie, on est bien d'accord, c'est beaucoup de développement personnel ou de formation professionnelle pour devenir accompagnant, pour avoir des outils complémentaires. Eh bien, on voit très bien qu'on règle des choses en développement personnel. La capacité à résoudre des problèmes, donc ça aussi, ça s'apprend et c'est ce qu'on apprend. Capacité à prendre conscience de la réalité. Capacité d'autonomie, capacité à croire en un futur positif. Eh bien, c'est tout ça un petit peu qu'on amène dans ces données. Et donc, tout ça, ça s'applique à différents niveaux. Hein. Je vais passer sur cette diapo. Ce que peut apporter la PNL et les outils que peut apporter la PNL pour donner cette capacité à rebondir, eh bien, il y a différents niveaux. Déjà, quand on comprend le fonctionnement de l'être humain, on peut acquérir, on va avoir des outils pour être acteur de sa vie, connaître ses valeurs, clarifier ses valeurs, ses buts. On va comprendre notre propre fonctionnement, ce qu'on appelle nos patterns, nos schémas, puis on va aussi comprendre ceux des autres, et du coup, on va être plus capable de communiquer. On va voir aussi qu'on a des outils pour se débarrasser de croyances limitantes, parce qu'en fonction de ce que j'ai vécu, eh bien, je peux avoir des croyances du type c'est ma faute, ou du type je suis nul, ou du type je ne suis pas aimable. Eh bien, tout ça, on peut s'en débarrasser avec des outils spécifiques. On va avoir des outils pour travailler sur l'identité, sur les buts en fonction des valeurs qui donnent du sens à chacun. On va avoir des outils de changement. Et il y a un outil notamment la restructuration des histoires de vie ou la réempreinte
qui vont permettre de dépasser les freins. On va revenir, c'est ce qu'on appelle aussi le scénario réparateur en hypnose. On va revenir dans notre passé et puis on va réexpérimenter les scènes qu'on a vécues et redonner des choses à l'intérieur, redonner des ressources à l'enfant que j'étais. Et ces techniques, pourquoi elles fonctionnent? Avec tout ce qu'on connaît maintenant sur les capacités du cerveau, on sait que quand on réactive des souvenirs et qu'on injecte des nouvelles données, eh bien, la nuit, des nouvelles données qui peuvent être des ressources, une conclusion, une vision différente des choses, eh bien, notre cerveau retravaille la nuit sur nos souvenirs et se reconsolide avec ces nouvelles données. Et tout ça, eh bien, avec tout ça, on peut vraiment retravailler même des traumatismes, ce que font les psychothérapeutes en hypnose et en PNL. Quand on est dans un cadre de psychothérapie, qu'on a une formation de psychothérapeute, on peut vraiment, avec un tas d'outils comme ça, le MDR aussi, se libérer vraiment des choses difficiles, voire des traumatismes. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Et puis, toutes ces compétences transversales, communication, gestion des émotions, stratégie de réussite, tout ça, bien sûr, la PNL va nous l'apprendre. Voilà, oui, j'ai fait des liens, donc je fais des liens avec la mémoire de reconsolidation et la plasticité neuronale. Mémoire de reconsolidation, c'est-à-dire que pourquoi ces techniques marchent? Parce que avant, la mémoire, si vous voulez, il y a plusieurs étapes. On a la mémoire à long terme, la mémoire à court terme. Et là, je vais me permettre de reprendre une métaphore que j'ai entendue de la part de Evelyn Joss, qui a beaucoup travaillé justement sur la résilience, puisqu'elle a travaillé beaucoup dans les traumas. Elle est une spécialiste de trauma, elle est hypnothérapeute et psychoclinicienne. Et donc, je regardais l'autre jour une de ses formations et elle disait, donc Evelyn Joss intervient chez nous à Annecy, dans le cycle hypnose, et elle expliquait la mémoire de reconsolidation. Je trouve que c'est très intéressant la métaphore. C'est un petit peu comme quand vous tapez sur Word, vous tapez un texte sur Word, sur votre ordinateur, et vous n'enregistrez pas. Si votre ordinateur coupe, vous avez perdu les données, parce que c'était de la mémoire à court terme. Si je tape à nouveau sur mon ordinateur sur Word, que j'enregistre, si mon ordinateur s'arrête, je vais retrouver quand même mon fichier parce que c'est inscrit dans ma mémoire sur mon disque dur. Eh bien, le cerveau humain, c'est pareil. On a des mémoires à court terme et puis on a des mémoires à long terme. Et pour que ça passe dans la mémoire à long terme, on parle de mémoire de processus de consolidation. Pour qu'un élément passe dans la mémoire à long terme, il faut une forte charge émotionnelle ou il faut de la répétition, plus de l'émotion. Quand on a subi un traumatisme ou quelque chose de difficile, en général, il y a une forte charge émotionnelle et ça va passer dans la mémoire à long terme. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que c'est-à-dire que si je réactive un souvenir, c'est-à-dire que je repense à un souvenir passé, que j'en reparle, il devient à nouveau labile, c'est-à-dire qu'il devient à nouveau transformable. Et il va se reconsolider. Ça veut dire que même quand je fais, par exemple, un scénario réparateur sur quelque chose qui a été difficile, eh bien, même si consciemment je revis la scène avec des nouveaux éléments, une nouvelle compréhension, avec des ressources même imaginaires, où je fais quelque chose dans mon souvenir qui n'était pas réel, mais j'imagine que je suis en train de le faire, eh bien, mon cerveau, j'imagine par exemple que je suis capable de dire stop, que je suis capable de dire non, que je suis capable de parler à mon agresseur. Eh bien, dans mon cerveau, je vais, même si une partie de moi sait que ça ne s'est pas passé comme ça, je retravaille ma mémoire qui est à nouveau labile parce que je réactive ce système. Quand je vais reconsolider mon cerveau, c'est-à-dire la nuit, mon inconscient va retravailler là-dessus et je vais réenregistrer dans mon cerveau ce souvenir avec des nouvelles données. Ça fait partie, ça explique comment on peut réparer des choses difficiles. Il y a aussi la plasticité neuronale avec les neurosciences. On sait aujourd'hui qu'on a régulièrement, on fabrique régulièrement de nouveaux neurones et qu'à chaque fois qu'on a des émotions fortes, on va refaire des circuits neuronaux et qu'on peut se faire de nouveaux circuits neuronaux avec des nouveaux apprentissages, des émotions fortes et des choses. Donc, la plasticité neuronale,
et aussi intéressante pour comprendre pourquoi on arrive à se réparer. L'EMDR aussi, c'est une belle technique qui va nous permettre de travailler sur les traumatismes. Et puis, bien sûr, l'hypnose, certains outils de PNL vont nous permettre de travailler à différents données. Ce que je dirais, c'est que si vous souhaitez être capable de rebondir, il y a plusieurs propositions. Si vous êtes dans une difficulté de la vie à rebondir, enfin, je ne sais pas, un licenciement, quelque chose qui n'est pas de l'ordre du trauma, eh bien, vous pouvez vous faire accompagner par un coach professionnel, par un psychologue. Des outils qui existent maintenant, comme l'hypnose, l'analyse transactionnelle, la PNL, le MDR et autres, peuvent vous aider. Vous pouvez aussi, pour acquérir des compétences, pour mieux rebondir dans la vie, effectivement, vous former à la PNL en termes de développement personnel ou autre. Et par contre, oui, en formation PNL, ce n'est pas de la thérapie, on est bien d'accord, mais ça va vous donner des outils. Vous allez travailler sur vous et puis vous cultiver par des lectures. En tout cas, aujourd'hui, vraiment, il existe des outils, des techniques, des approches qui permettent à remonter dans la vie, qui permettent, quel que soit ce que vous avez vécu, de même changer, je dirais, anatomiquement votre cerveau quelque part, puisqu'on parle de plasticité neuronale, on fait des nouvelles connexions et des corrections d'ailleurs. Et donc, on a vraiment aujourd'hui des outils autour de nous qui nous permettent de rebondir. Donc, donc vie privée, vie professionnelle, on peut, qui vient se former à la PNL, il y a des gens qui veulent mieux communiquer, mieux gérer les émotions, avoir des stratégies de réussite, dépasser des freins, être vraiment acteur. Et en tant que professionnel, les gens qui viennent se former à la PNL sont des personnes, coachs ou thérapeutes, qui veulent avoir des outils performants, des leviers de changement importants qui vont être apprises dans l'accompagnement. Chez nous, je terminerai là-dessus sur le cursus PNL pour ensuite répondre à vos questions. Notre cursus PNL fait partie du cursus coach professionnel certifié RNCP. Et donc, ce qui veut dire que vous pouvez faire tout le cursus complet ou vous pouvez faire, parce que c'est réparti en 4 blocs de compétences, 5 bientôt maintenant, vous pouvez par exemple faire le bloc numéro 1 à votre rythme, qui correspond à conduire un entretien exploratoire, mais qui correspond aussi aux bases techniciens, praticiens PNL, qui constituent le premier niveau. Ça veut dire que pour ça, vous pouvez donc utiliser votre CPF, le compte professionnel personnel de formation. Voilà. Si vous êtes intéressé par tout ça, contactez mes collaboratrices qui seront ravies de vous renseigner. Je vous fais parvenir, en plus, vous avez un lien, si vous le souhaitez, sur notre site internet. Si vous allez sur Mieux Vivre PNL, eh bien, vous aurez un e-book qui est la résilience, l'art de rebondir, que j'ai constitué à partir de différentes informations. Je vous conseille, et dont la résilience de Rosette Poletti, et je vous conseille de lire effectivement La résilience ou comment faire renaître de sa souffrance de Boris Cyrulnik, Un merveilleux malheur de Boris Cyrulnik, Un cerveau pour changer de Richard Bandler, La résilience de Rosette Poletti. Et tout ceci, ce sera des lectures intéressantes pour aller vers la résilience. Et sinon, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, vous pouvez nous suivre. Allez voir sur notre chaîne YouTube, il y a énormément de vidéos très courtes et intéressantes qui peuvent vous permettre. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais couper ce diaporama pour revenir avec vous. Voilà, me revoilà. Et puis, voir, voilà, super. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ceci? Est-ce que vous avez des questions? Donc, ce temps est un temps de réponse à vos questions. Donc, je vous laisse mettre dans le chat vos questions. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez appris des choses et que vous avez fait des liens. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Voilà. Donc, vous êtes encore nombreux. Hein. Vous êtes restés avec moi jusqu'au bout, ce qui veut dire que ça a dû vous intéresser. J'attends toujours. Hein. Voilà. Donc, vraiment, je pense que la résilience… Alors, Delphine me dit concernant la plasticité neuronale, combien de temps faut-il pour créer de nouveaux réflexes, de nouveaux ancrages?
Alors, je n'ai pas de réponse claire à cette question. On va dire que plus vous avez une émotion positive et plus vous faites régulièrement des choses, plus vous allez créer de nouvelles connexions. En termes de temps, je ne peux pas vous dire, mais par exemple, quand il y a des études qui sortent sur la méditation en pleine conscience, on sait que 40 minutes de méditation en pleine conscience pendant 8 semaines créent des nouvelles connexions. Donc, ce qui veut dire que je trouve que c'est génial, puisque ça veut dire aussi que, quel que soit ce que j'ai vécu, même si j'ai des schémas difficiles, à force de répétition, d'émotion et de répétition, je vais vraiment réussir à même changer quelque part anatomiquement mon cerveau. Donc, certains d'entre vous me disent merci à Aurélie, qui me dit qu'elle a apprécié, merci à Corinne, merci à tous. Voilà, donc Cassandre me dit j'ai appris plein de choses, et bien super, j'en suis ravie, génial. Écoutez, je pense qu'on a passé un bon moment. Quelqu'un s'est abonné à la chaîne YouTube. Alors vraiment, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube parce que vous allez voir, il y a énormément de vidéos. Puis je vais en sortir régulièrement. Et là, j'en ai plein là, qui sont en cours. On aura des choses sur la résilience, on va avoir des choses sur le lâcher-prise, on aura des thèmes différents. Et donc, si ça vous intéresse, voilà. Magnifique explication de la pyramide, merci. OK. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Il semblerait que oui. Je suis vraiment ravie de partager ce moment avec vous. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera ou sur d'autres webinaires ou en salle, tout simplement. Et puis, n'hésitez pas à contacter mes collaboratrices si vous avez besoin de renseignements sur l'accès éventuellement aux formations. Et sachez qu'on a des formations en présentiel et on a aussi des formations en ligne pour ceux qui ont envie. Merci Tania, envie d'en savoir plus. Eh bien super, merci à tous, merci Lola. Comme d'habitude, elle me dit, c'est super Lola, merci pour le compliment. Je reçois les marques d'attention, c'est important. Très belle soirée à tous et je souhaite vous rencontrer un autre jour. Je vais couper maintenant. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.